Eh bien, voilà. Mes chers collègues, bien bonjour à toutes et tous. En votre nom, donc, je souhaite bien sûr la bienvenue au président de la Cour des comptes, cher Pierre, et à la présidente de la 6e chambre, ainsi qu'aux magistrats qui les accompagnent. Nous vous remercions de nous présenter cet après-midi les conclusions de l'enquête que nous vous avions demandée sur la pédopsychiatrie. Je précise que, comme de coutume, le rapport de la Cour des comptes a été transmis hier au commissaire afin qu'il puisse préalablement en prendre connaissance en vue donc de cette réunion. Je rappelle que nous attendons au mois de juin un autre rapport demandé par notre commission, celui sur les soins palliatifs, qui constituera un élément important de notre réflexion en cours sur un sujet important, la fin de vie. Enfin, je vous informe que, suite à notre dernière réunion de bureau, cher président, j'ai demandé au premier président de la Cour de nous remettre des travaux sur la formation médicale continue. C'est un vrai sujet également. Mais pour l'heure, c'est du rapport sur la pédopsychiatrie qu'il est question. Et je passe donc immédiatement la parole au premier président, non sans avoir indiqué que nous devrons, et j'en suis désolée, Monsieur le Président, nous devrons interrompre brièvement vers 18 h en raison du vote solennel sur le projet de loi relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes. Monsieur le Président, cher Pierre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la Rapporteure Générale, Mesdames et Messieurs les députés. Merci vivement de m'avoir invité à vous présenter la communication de la Cour sur la pédopsychiatrie, également nommée psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent depuis la réforme du 3e cycle des études médicales. Et j'ai toujours un grand plaisir à vous retrouver. Je suis heureux que cette audition nous offre l'occasion de le faire sur un sujet aussi délicat que passionnant, qui nous concerne tous. Et je pense qu'à votre demande, la Cour s'est particulièrement mobilisée sur ce sujet, qui est un sujet qui, en fait, intéresse tous les Français, car il en concerne beaucoup, directement ou indirectement. Madame la Présidente, vous nous avez saisi en octobre dernier d'une demande d'enquête sur la pédopsychiatrie, sur le fondement de l'article LO 132.3.1 du Code des juridictions financières. Et vous savez que c'est la mission de la Cour que de contribuer à votre contrôle sur les dépenses sociales, y compris dans un domaine difficile à appréhender comme celui-ci. Et nous sommes très fiers de cette mission d'assistance au Parlement. J'ai ce rôle très à cœur et je veille toujours à l'excellente qualité de nos relations institutionnelles. Et sachez donc que je suis et que la Cour est toujours à votre disposition pour répondre à vos besoins d'enquête auxquels nous attachons une attention toute particulière. Sont présents à mes côtés ceux qui ont mené à bien ce travail que je crois de grande ampleur et de grande qualité. François de la Guéronnière, conseiller maître, président de section, Juliette Méadel, conseiller référendaire, et ils pourront m'assister aux côtés de la présidente de la Chambre, Véronique Amaillon, pour répondre à vos questions, car ce sont eux les auteurs de ce rapport, avec les autres, Madame Laprey, Monsieur Persoz, et je me dois également de rendre hommage au professeur Goltz, expert pédopsychiatre, pour sa mission d'expertise et d'appui, car naturellement, il fallait avoir un homme de l'art dans cette affaire. Comme vous l'aviez demandé dans votre lettre de saisine, ce rapport présente des comparaisons européennes qui permettent de comprendre mieux la situation de la France en termes d'accès et d'offres de soins en pédopsychiatrie, pour anticiper aussi les conséquences de la crise sanitaire sur la santé psychique des jeunes et sur ce secteur. La pédopsychiatrie en Europe est majoritairement une discipline à part, ce qui n'était pas jusqu'à il y a peu le cas en France. Elle est liée à la fois à la pédiatrie et à la psychiatrie adulte, ce que la réforme du diplôme d'État spécialisé de 2022 corrige partiellement. Dans ce cadre, l'analyse de la Cour vise à examiner 3 aspects principaux. En premier lieu, l'offre de soins de pédopsychiatrie et son adaptation aux besoins. Ensuite, la lisibilité et l'accessibilité de ces parcours de soins. Enfin, la gouvernance de cette offre de soins. Le premier constat que je voudrais faire, c'est que l'offre de soins de pédopsychiatrie est peu adaptée à des besoins qui évoluent rapidement. La pandémie dont nous sortons, dont nous sommes largement sortis, a mis en lumière une accélération de l'augmentation préoccupante des troubles psychologiques de l'enfant et de l'adolescent, dont la prévalence depuis le Covid est particulièrement élevée, notamment chez les plus de 10 ans.
Nous ne sommes pas les seuls confrontés à ce problème. Cette fréquence de troubles psychiques chez les jeunes est élevée dans tous les pays industrialisés. Dans les pays membres de l'OCDE, 13% environ des enfants et adolescents présentent au moins un trouble psychique. Alors, comment le définit-on? C'est une affection qui perturbe la santé mentale, qui peut prendre des formes et des expressions très différentes. Les différents troubles psychiques qui touchent les jeunes se répartissent selon une échelle de sévérité croissante, qui est la suivante: les troubles anxieux, les troubles légers de l'humeur, les troubles anxieux modérés, la dépression, les troubles neurodéveloppementaux, parfois associés au champ du handicap, comme par exemple les schizophrénies ou les troubles du spectre de l'autisme, étant quant à eux considérés comme chroniques et sévères. Selon notre estimation, qui recoupe divers chiffres, 1,6 million d'enfants, je dis bien 1,6, et d'adolescents français souffrent d'un trouble psychique. Je relève toutefois au passage le manque de données, d'études épidémiologiques récentes qui ont rendu difficile d'établir un chiffrage plus précis et de définir plus finement notre situation par rapport à la moyenne européenne. Parmi eux, 190 000 enfants et adolescents souffrent de troubles les plus graves qui nécessitent par exemple une hospitalisation complète. Si on ajoute les troubles nécessitant une prise en charge spécialisée en pédopsychiatrie, le nombre d'enfants et d'adolescents concernés se situe entre 600 000 et 800 000. Pour les troubles légers, la prise en charge relève, comme vous le savez, des acteurs de soins primaires, les médecins généralistes, les pédiatres, qui ont évidemment un rôle très important, en lien avec les psychologues de ville. Face à cet enjeu de santé publique est quand même totalement majeur, l'offre de soins proposée, nous le disons et le démontrons, ne tient pas suffisamment compte de la diversité des troubles et des facteurs de risque. Dans l'état actuel de l'organisation des soins, en particulier dans les centres médico-psychologiques de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, on va les appeler à partir de maintenant les CMP-IJ, même disons les CMP pour éviter des acronymes trop incompréhensibles, mais ils sont bien pour les enfants et l'adolescent. Une partie des patients suivis ne souffrent que de troubles légers. C'est parfois au détriment de la prise en charge d'enfants qui souffrent de troubles plus sévères. En d'autres termes, notre analyse, c'est que la prise en charge spécialisée n'est pas assez graduée et qu'une partie des enfants de 5 à 18 ans souffrant de troubles sévères n'est pas suffisamment suivie. L'actualité récente a pu donner de manière tragique un exemple particulièrement glaçant, mais il y a sans doute des situations qu'on n'appréhende pas. Pas sans doute, il y a des situations qu'on n'appréhende pas et qui peuvent se révéler plus que préoccupantes, dangereuses. L'adéquation de l'organisation de l'offre de soins aux besoins dans les territoires reste difficile à apprécier, faute de pouvoir estimer justement correctement la sévérité des troubles. Les troubles chez les enfants et les adolescents sont particulièrement non stabilisés, ils sont évolutifs, du fait de l'importance des risques sociaux, économiques, familiaux, et aussi du fait de la fréquence de comorbidité. De surcroît, l'accès aux soins psychiques infanto-juvéniles, vous le savez, est inégal dans les territoires. Les inégalités territoriales d'accès au CMPIJ sont enfin exacerbées par la présence ou non de l'offre libérale en pédopsychiatrie, qui est davantage présente en zone urbaine qu'en zone rurale. La politique du virage ambulatoire, visant à supprimer des lits d'hôpitaux au profit de prise en charge en CMPIJ, a été appliquée, elle, indistinctement de la situation territoriale. Ainsi, entre 1986 et 2013, le nombre de lits a diminué de 58%, alors que, concomitamment, la population, elle, augmentait. Et ce qui veut dire que les CMPIJ sont devenus progressivement le principal lieu de prise en charge. Par ailleurs, la crise de la démographie médicale, avec la baisse du nombre de pédopsychiatres de 34% entre 2011 et 2022, rend très difficile l'accès aux soins, et c'est plus marqué, bien sûr, dans certains territoires que dans d'autres. J'ajoute une dernière chose, c'est que la dépense publique en matière de pédopsychiatrie, qui est de l'ordre de 2,08 milliards d'euros, demeure concentrée à 90% sur les établissements de santé publics et privés à but non lucratif,
pour 1,8 milliard de dépenses. Quant aux dépenses de soins en ville en la matière, elles sont modestes, de l'ordre de 23 millions par an. Une très grande disproportion donc. À cela s'ajoutent les dépenses réalisées par les établissements sociaux et médico-sociaux pour la prise en charge des soins psychiques des enfants et des adolescents, qui représentent quant à eux 1,06 milliard d'euros. Vous voyez que c'est une dépense totale de l'ordre de 3,1 milliards d'euros qui est en cause. Ça nous conduit à une première recommandation, qui est de dresser un état des lieux exhaustif de la situation épidémiologique des troubles psychiques chez les enfants et les adolescents en France, notamment en élargissant l'étude nationale lancée en 2022 aux adolescents et en exploitant davantage les bases de données médico-administratives. La Cour suggère que cet état des lieux soit fait précisément, rapidement, pour mieux connaître en réalité le phénomène, et fasse l'objet d'une actualisation au moins tous les 10 ans, ce qui marquera une priorité qui est, je crois, justifiée. Le deuxième grand constat de notre rapport, c'est que les parcours de soins en pédopsychiatrie sont peu lisibles dans un secteur qui est en tension. Ce phénomène s'explique d'abord par l'absence d'une gradation cohérente de l'offre de soins. Les acteurs de prévention, tout d'abord, sont dispersés et peu coordonnés. Les missions assignées au secteur par la circulaire du 16 mars 1972 sont très larges. C'est la prévention, c'est l'accueil et l'orientation, c'est la prise en charge des troubles, c'est la coordination entre les différents acteurs du soin, c'est la continuité du service public. Et elles en sont à la fois des acteurs de premier niveau pour les soins de proximité, mais également de second niveau pour la prise en charge des troubles plus sévères. Les textes ultérieurs confient également à d'autres professionnels, notamment libéraux, une partie des missions de premier recours ou de proximité, si bien que, et c'est notre conclusion quand même là-dessus, le rôle de chacun dans l'organisation graduée des soins n'est plus vraiment très clair, d'où le fait que l'organisation n'est plus vraiment graduée. Ça pose quand même des difficultés. Dans ce contexte, j'y reviens, les CMPIJ, qui ont été longtemps considérés comme les pivots du secteur, comme une porte d'entrée dans le parcours de soins, ont été progressivement submergés par d'autres missions d'information, de demande, de conseil, d'évaluation, de suivi, allant des troubles légers aux troubles sévères. Leur accès universel, c'est-à-dire sans condition, sans avance de frais pour les familles, a eu un effet paradoxal et qu'ils ne parviennent pas à assurer en totalité leur mission véritable, qui est le suivi des troubles psychiques les plus sévères. Près de 50% de leur travail consiste aujourd'hui à recevoir, pour des séances d'évaluation et d'orientation, des patients qui ne bénéficient malheureusement pas ensuite d'un suivi au long cours. Bien qu'importante, et nous ne nions pas cette importance, cette mission d'accueil et d'évaluation limite leur capacité à assurer le suivi dans le temps des enfants qui en ont le plus besoin, alors que ce devrait être le rôle essentiel. Les professionnels de ville, maintenant, ils jouent également imparfaitement leur rôle d'évaluation et d'orientation auprès des familles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les troubles psychiques sont encore peu repérés par les médecins généralistes et par les pédiatres. En amont du parcours, les pouvoirs publics ont bien tenté de développer, avec le projet national dit des 1000 premiers jours, une approche de prévention des troubles psychiques des mères et des nourrissons, mais cet effort ne s'est malheureusement pas encore poursuivi aussi fermement à l'école, malgré quelques initiatives ponctuelles. Les psychologues de l'éducation nationale sont encore trop orientés vers des missions d'orientation scolaire qui les éloignent de la détection et de l'orientation des jeunes souffrant de troubles psychiques, qui peuvent ainsi échapper à la vigilance et ne pas être repérés. De la même façon, les professionnels libéraux, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, méconnaissent encore trop les caractéristiques des troubles psychiques des enfants et des adolescents, ne jouent pas encore suffisamment leur rôle de porte d'entrée dans le parcours de soins. Nous jugeons qu'une amélioration de leur formation serait nécessaire pour leur permettre de mieux accompagner les patients et leurs familles. Cette recommandation est d'autant plus nécessaire qu'à ce jour, les psychiatres libéraux sont pour leur part majoritairement au service d'une patientèle adulte et ne participent pas à la permanence des soins. Dans le même temps, la démographie médicale des pédopsychiatres, dont les effectifs sont difficiles à dénombrer, est défavorable à court terme et ne leur permet pas d'assurer leur rôle de recours de spécialité. Si les psychiatres et les pédopsychiatres manquent à l'appel,
Les psychologues libéraux sont en revanche en plein essor et ils ont vocation à prendre progressivement une place dans le parcours de soins. Pour répondre aux enjeux propres du parcours de soins de cette deuxième partie, la Cour formule 3 recommandations. D'abord, faciliter l'accès pour tous aux soins psychiques infantaux-juvéniles en rassemblant les services compétents au sein de maisons de l'enfance et de l'adolescence. Il s'agit en quelque sorte de tirer les leçons de l'expérimentation des maisons de l'enfance et des familles et d'en élargir le champ aux actuelles missions de maisons de l'adolescence pour renforcer et rationaliser l'accueil de première ligne. Ces structures auraient pour objectif de pallier les carences actuelles de maillage territorial de première ligne. Dans ce paysage renouvelé, les CMPIG pourraient alors progressivement se recentrer sur leur mission, c'est-à-dire se consacrer au suivi des troubles modérés à sévères, à la coordination des parcours, en particulier lors d'une hospitalisation, et à assurer pleinement leur rôle de centre d'expertise, notamment vers les professionnels libéraux, et se libérer en quelque sorte de cette mission d'accueil et d'orientation qui prend tellement de temps qu'elle limite leur capacité à jouer pleinement leurs fonctions. Troisième recommandation, pour anticiper, pour limiter le recours aux services d'urgence lorsqu'un patient est en crise, les dispositifs d'équipe mobile et de liaison devraient devenir un équipement de base de chaque territoire de référence. En fonction de l'analyse des besoins, des lits de crise en nombre limité pourraient être ouverts, notamment à destination des adolescents, par redéploiement de lits adultes, pour que ces jeunes patients puissent y être accueillis. Et ça manque, il le faut. Enfin, notre troisième constat, je ne veux pas être long, je prends en compte vos obligations, porte sur la gouvernance de cette politique de santé publique. Malgré son volontarisme indéniable, je dirais que sa gouvernance est peu efficiente et qu'elle est encore inadaptée à l'indispensable revitalisation de la pédopsychiatrie. La politique de l'offre de soins de pédopsychiatrie a certes fait l'objet d'améliorations, mais à notre sens, elle demeure encore trop peu efficiente, faute de cohérence, dirais-je. Jusqu'à 2018, disons-le, il n'y avait pas de stratégie d'offre de soins en pédopsychiatrie. La situation était alors celle de l'absence de cadre législatif global spécifiquement dédié à la pédopsychiatrie en France. À partir de 2018, la mobilisation est nette et nous le saluons bien évidemment. Toutefois, je dirais que cette mobilisation s'est en réalité caractérisée surtout par un empilement de plans peu lisibles. C'est mieux que pas de plan du tout, mais nettement. Mais la lisibilité est nécessaire. Le gouvernement a adopté la feuille de route sur la santé mentale, mais cette dernière ne prévoyait pas d'objectifs clairs, tant en termes quantitatifs que qualitatifs, ni de calendrier pour sa mise en œuvre. L'adoption d'objectifs nationaux de santé mentale infanto-juvénile, associés à un calendrier précis à des indicateurs, que la Cour appelle de ses voeux, permettrait aux principaux acteurs de pouvoir s'inscrire dans un cadre d'action clair, lisible, partagé par tous. Et je crois de surcroît que ces objectifs faciliteraient l'évaluation de l'efficacité de l'organisation de soins en pédopsychiatrie. Ces objectifs aideraient à mieux structurer, à mieux planifier cette politique et permettraient in fine une meilleure qualité de service vis-à-vis des patients. Cette amélioration de l'offre de soins, dont j'ai fait le constat précédemment, passe par un nécessaire renforcement de l'action administrative. Face à ce défi, la Cour propose 3 pistes pour permettre de renforcer la gouvernance et le pilotage de la politique d'offre de soins de pédopsychiatrie. D'abord, renforçons la délégation à la santé mentale et élargissons le champ d'intervention à la pédopsychiatrie ou psychiatrie infanto-juvénile. Ainsi renforcé, le rôle et la place de ce délégué doivent être mieux identifiés, plus transversaux, car la pédopsychiatrie concerne beaucoup le secteur éducatif, évidemment. Ensuite, repositionnons la délégation à la santé mentale, et donc à la pédopsychiatrie désormais, au niveau interministériel. Que cela soit à l'éducation nationale, à la justice, dans les ministères sociaux, ce besoin de coordination existe. Cette interministérialité doit permettre de mieux associer naturellement les représentants des départements au titre de leurs compétences sociales, protection maternelle infantile, aide sociale à l'enfance. Dans son rapport public annuel paru la semaine dernière sur la décentralisation, nous avons insisté sur cette nécessité d'articuler les différentes instances dans le fonctionnement de ces politiques. Enfin,
Le pilotage régional de l'offre de soins de pédopsychiatrie doit être conforté, objectivé. Le diagnostic est aujourd'hui partagé sur la nécessité d'améliorer l'offre de soins de pédopsychiatrie en région, qui souffre d'un manque de vision opérationnelle. Les ARS se sont certes dotés d'outils de concertation utiles concernant le partage de vues, le partage d'expériences entre les acteurs locaux avec l'adoption de projets territoriaux de santé mentale, mais leur mise en œuvre n'est pas évidente. Enfin, le système de financement du secteur qui a évolué appelle à la vigilance. Vous savez que le financement de la pédopsychiatrie relève du même régime que celui de la psychiatrie. Les dotations sont historiquement reconduites d'une année sur l'autre, sans prise en compte de l'évolution de l'activité. Elles s'adaptent peu aux spécificités locales des établissements, à l'exception de mesures nouvelles et des appels à projets. Si la réforme issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2020 visait à introduire plus de souplesse, elle ne permet pas aujourd'hui d'adapter les financements à l'activité des services de pédopsychiatrie, faute de mesure de l'intensité des troubles traités, de la prise en compte des nouveaux établissements. Ça renvoie à l'enquête épidémiologique que j'évoquais au début de mon propos. Ça pose aussi la question de la capacité des ARS à faire émerger de nouveaux opérateurs et à redéployer l'offre existante. Ainsi, au terme de cette enquête, et j'arrive à la fin de mon propos, il nous semble que la priorité doit donc être de revitaliser le secteur du soin psychique et infanto-juvénile et de renforcer l'attractivité des métiers. Je l'ai dit, des carences perdurent dans l'offre de soins de pédopsychiatrie sur les plans quantitatifs et qualitatifs. C'est le secteur entier qui doit être revitalisé en améliorant l'efficacité du pilotage de la politique de l'offre de soins, tant en administration centrale qu'en région, et en renforçant l'attractivité des métiers du soin psychique infanto-juvénile. Pour ça, il faut au préalable mettre en place 2 actions. En premier lieu, les médecins traitants des enfants, les généralistes et les pédiatres doivent être, évidemment placés au cœur de l'accueil et de l'orientation des patients. Pour cela, il importe de renforcer leur formation initiale et continue en psychologie, en psychiatrie infanto-juvénile, en particulier sur le plan du dépistage de l'orientation. Je redis le mot « évidemment ». Cette lacune existe. Elle est incompréhensible, en vérité. En deuxième lieu, la mise en œuvre d'une politique d'attractivité à destination de la pédopsychiatrie repose sur la valorisation des parcours hospitalo-universitaires, qui doivent être identifiés, et sur le soutien à la recherche française dans la discipline, une meilleure reconnaissance de la pratique clinique en établissement libéral. Voilà, Madame la Présidente, Madame la rapporteure générale, Mesdames et Messieurs les députés, j'en ai terminé avec la présentation de notre rapport. Pour conclure, je voudrais insister à nouveau sur 3 impératifs. D'abord, l'accès aux soins doit être mieux organisé, en formant les professionnels de première ligne, en renforçant les moyens dans les territoires sous-dotés. Le pilotage doit être plus efficace, en faisant de la psychiatrie infanto-juvénile une priorité de santé publique. Et enfin, les professionnels doivent être mieux valorisés pour résoudre les tensions en termes d'offres et d'organisation des soins de pédopsychiatrie qui sont aujourd'hui encore peu attractifs pour les professionnels de santé. Je vous remercie pour votre attention. Je vous redis le très grand intérêt que la Cour et la 6e Chambre ont pris à cette enquête qui nous a passionnés, qui, je pense, intéressera. Et je me tiens avec celles et ceux qui m'entourent à votre disposition pour répondre à vos interrogations, notamment sur des points que je n'ai pas eu le temps de développer davantage, comme les comparaisons internationales ou un sujet d'actualité souligné par la Haute Autorité de santé, l'évolution des prescriptions de psychotropes à destination des enfants et des adolescents. Même si nous ne sommes pas dans la fourchette haute en la matière, constatons toutefois une dynamique incontestable et qu'il faut surveiller. Voilà, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Très bien, merci bien, Monsieur le Premier Président, pour cette très belle présentation, claire, très riche, et puis notamment pour vos recommandations qui n'auront pas manqué de susciter certaines remarques de la part de mes collègues députés. Donc je vais tout de suite passer la parole aux orateurs de groupe, et je commence par Nicole Dubré-Chirat pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. C'est avec grand intérêt que nous avons pris connaissance de votre rapport d'enquête demandé par notre commission sur l'offre de soins en pédopsychiatrie. La souffrance psychique des jeunes révélée à l'occasion de la crise Covid est un phénomène très inquiétant, comme le note le plan santé mentale du 3 mars dernier qui fait suite aux assises de la santé mentale et de la psychiatrie. Le taux de suicide en 2020 est de 2,2 pour 100 000 jeunes âgés de 0,24 ans, soit 464 décès,
années, avec un pic chez les jeunes filles entre 15 et 19 ans. En 2022, le nombre d'hospitalisations pour lésions auto-infligées chez les jeunes femmes de moins de 24 ans et surtout chez les 10-14 ans a augmenté de 71% en MCO et 130% en psychiatrie par rapport à l'avant-crise. Des professionnels alertent sur le développement de ce phénomène chez les enfants de moins de 10 ans. Les psychologues sont encore trop peu associés à la prise en charge de ces troubles, alors même que la crise Covid en a démontré toute la qualité, ce qui a conduit à la mise en place avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 du dispositif Mon Parcours Psy, qui permet depuis avril 2022 aux personnes souffrant de troubles psychiques d'intensité légère à modérée de bénéficier, dès l'âge de 3 ans, de 8 séances remboursées par l'assurance maladie, effectuées par aujourd'hui 2200 psychologues volontaires. Nous devons continuer à améliorer le secteur de la psychiatrie et de prise en charge des enfants. Les assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant, pilotées par Adrien Taquet et Christelle Graleguen, en cours, dont les travaux seront restitués en juin 2023, y contribueront. Je retiens au titre des priorités une offre de soins accrue sur nos territoires, une meilleure adéquation des moyens avec les besoins et une offre de soins plus homogène sur nos territoires. À titre d'exemple, dans le Maine-et-Loire, nous avons un centre de psychothérapie en milieu très rural, performant, qui draine une population de jeunes, et mineurs et majeurs sur un large territoire, dont le système de facturation pour les mineurs et majeurs est à revoir. Les demandes de prise en charge augmentent avec un budget contraint, reconduit annuellement, sans possibilité de financer un deuxième médecin pédopsychiatre, alors que des demandes se retrouvent sollicitées. Cet exemple illustre le constat que vous dressez dans le rapport, des dotations reconduites d'une année sur l'autre sans prise en compte de l'évolution de l'activité ou d'adaptation aux spécificités locales. Pour y remédier, vous proposez une évolution des logiques de financement de la pédopsychiatrie. Très bien, Madame la députée. Donc la parole est à Monsieur Mathieu Martiaux pour le Rassemblement national. C'était sur l'accompagnement. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, mes chers collègues, le rapport que vous nous présentez aujourd'hui est édifiant. La Cour des comptes pointe ainsi, durant la crise de la Covid, un doublement du nombre d'adolescents et de jeunes adultes en situation de dépression. Selon vos chiffres, ils étaient 22% en 2020 contre 10,1% en 2019, une augmentation de 179% de la consommation d'antidépresseurs chez les 6-17 ans et parallèlement observée entre 2010 et 2021. Pour cette population fragile, un renforcement des moyens de prévention et de prise en charge s'impose. Mais le gouvernement n'a visiblement pas saisi l'urgence de la situation. Nous sommes les mauvais élèves de l'Union européenne concernant le budget de la prévention et de la prise en charge précoce des maladies psychiques. C'est particulièrement grave alors que des actions en amont permettent un traitement efficace de certaines maladies, les troubles bipolaires par exemple. Faut-il rappeler que des erreurs ou des retards de diagnostic entraînent un traitement médicamenteux inadapté et peuvent, dans le cas les plus graves, s'avérer fatales au vu des risques suicidaires. Une stratégie ambitieuse est donc urgente pour que les moyens alloués aux politiques sanitaires répondent au constat de la Cour des comptes. Enfin, comment ne pas parler de la disparité entre les territoires concernant le service de santé mentale pour les enfants et les adolescents ? Dans le Nord, dans mon département, le taux d'équipement en lit d'hospitalisation complète infanto-juvénile en 2021 est de 0,1 pour 1000 habitants de moins de 18 ans. À Paris, ce chiffre est supérieur à 1,6. Je pourrais d'ailleurs insister sur la situation dramatique des urgences pédopsychiatriques de l'hôpital de Douai-Dochy dans ma circonscription. Aussi, Monsieur Moscovici, quels sont, selon vous, les moyens et les mesures prioritaires à mettre en œuvre pour la prévention et la prise en charge des moyens psychiques? Pouvez-vous revenir sur les territoires où les inégalités de prise en charge sont les plus criantes? Quelles actions concrètes doivent, selon vous, être menées en leur direction? Merci. Merci bien. La parole est à Madame Élise Leboucher pour la France Insoumise NUPES. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, en juillet dernier, j'ai effectué l'un de mes premiers déplacements en tant que députée à l'établissement public de santé mentale d'Allonnes en Sarthe. Une phrase ressortait des échanges avec les personnels soignants: on n'est plus au pied du mur, il est déjà tombé. Si la psychiatrie est le parent pauvre de la médecine, la pédopsychiatrie est son enfant pauvre. Alors cela n'est pas une découverte pour moi, cela a été mon quotidien pendant de nombreuses années en tant qu'éducatrice spécialisée en pédopsie, avant mon élection en juin dernier. Depuis des années, les professionnels de la pédopsychiatrie, mais aussi les parents, les patients et les élus tirent la sonnette d'alarme.
Selon le rapport que nous examinons aujourd'hui, environ 1,6 million d'enfants et d'adolescents français souffrent d'un trouble psychique, mais à peine la moitié bénéficie de soins pédopsychiatriques. Les besoins sont en constante augmentation et la crise du Covid a agi comme amplificateur. Pourtant, les moyens ne suivent pas. On manque tout d'abord de professionnels. Le nombre de pédopsychiatres a diminué de 34% entre 2010 et 2022. Avec les suppressions de lits, de nombreux enfants souffrant de troubles moyens à sévères se retrouvent sans la possibilité d'un suivi de long terme. Pendant ce temps, les CMPIJ, qui sont devenus le principal lieu de prise en charge en ambulatoire, arrivent à saturation. Dans certains territoires, les patients et leurs familles peuvent attendre jusqu'à 2 ans pour une prise en charge, 2 ans en suspens, sans parler des ruptures dans les parcours de soins. Récemment, lors des assises de la santé mentale, le gouvernement a annoncé la création de 400 postes dans les CMPIJ. Chiffre largement insuffisant quand on sait que cela correspond à 4 postes par département. Votre rapport recommande pourtant de renforcer les moyens alloués aux CMPIJ dans les territoires sous-dotés. La Cour a-t-elle évalué et chiffré les besoins de postes supplémentaires et l'investissement induit afin de réduire les délais d'attente pour une prise en charge? Aujourd'hui encore, la feuille de route du ministère sur la santé mentale ne fixe pas d'objectifs clairs et ne prévoit pas de programmation calendaire. En conclusion, parce que je vois que ça passe vite, j'insiste au nom du groupe LFI-NUPES sur la nécessité de prendre en compte les conclusions de ce rapport de la Cour des comptes, de changer de cap et de gouverner à partir des besoins. Ma collègue Caroline Fiat l'avait déjà cité dans un rapport en 2019. Comment réellement prendre soin de la santé mentale de nos enfants quand aucun plan sérieux, aucune gouvernance réellement opérationnelle et transversale n'existe? Combien de rapports faudra-t-il? Combien de fois devra-t-on tirer la sonnette d'alarme avant une réelle action? Merci bien. La parole est à Stéphane Viry pour Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Monsieur le Président, vous nous avez fait part du vif intérêt de la Cour pour ce sujet. Sachez que notre commission a une grande préoccupation par rapport à cette question de l'accès à des soins pédopsychiatriques pour nos jeunes. Je vous remercie pour vos travaux. Vous avez d'ailleurs commencé vos recommandations par la première qui peut paraître assez éloquente, puisque vous suggérez que l'État permette de faire une évaluation précise, un état des lieux exhaustif de la situation, ce qui montre bien que nous avons actuellement une véritable carence et qu'il conviendrait déjà de savoir où nous en sommes. Vos travaux nous permettent d'y voir un peu plus clair. Toujours est-il, situation difficile, je crois que vous l'avez dit, en tout cas vous l'avez écrit dans vos mots, qui tient compte d'une pénurie médicale, d'une démographie médicale qui fait qu'actuellement nous souffrons d'un manque de professionnels disposés à offrir leur talent. Deuxièmement, d'une surcharge des établissements hospitaliers, vous l'avez dit, si bien qu'à un moment donné, on ne peut pas accepter répondre aux besoins nécessaires. Et puis un choix de l'ambulatoire qui peut-être, avec le temps, s'avère effectivement préjudiciable à l'accès pour tous. Ma question, en fait, vous avez néanmoins évoqué que la situation française n'était pas anormale par rapport à celle de nos voisins européens qui subissent le même phénomène de besoins qui augmentent, d'une jeunesse qui est en plus grande difficulté. J'aimerais savoir ce qu'il en est des moyens des autres pays européens en termes de réponse à cette difficulté. Je crois avoir compris que vous dénonciez une absence de politique publique volontariste, efficace, lisible. Est-ce que vous pourriez me le confirmer le cas échéant, notamment pour mettre au rang des priorités l'offre, enfin en tout cas l'accès pour tous à des soins par rapport aux troubles psychiatriques des enfants? Et puis globalement, est-ce que pour vous, c'est l'ARS qui doit être le pilote opérationnel d'une politique publique? Si tel n'était pas le cas, pour vous, à quel ressort serait la bonne réponse pour que dans tous nos territoires, on puisse enfin avoir une réponse satisfaisante? Merci bien. La parole est à Madame Maude Petit pour le groupe démocrate, modem et indépendant. Je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Président, je tiens à vous remercier pour la présentation de ce rapport d'enquête qui rend un état des lieux précis de la situation du champ sanitaire consacré aux soins psychologiques et psychiatriques juvéniles. C'est un outil précieux pour nous. Je souhaite vous interroger précisément sur la seconde recommandation du rapport qui concerne d'une part le renforcement de la formation initiale et continue des praticiens en psychologie et psychiatrie infanto-juvénile et d'autre part l'attractivité même de ces métiers. Je souhaite ici évoquer plus précisément les infirmiers présents dans les unités de soins pédopsychiatriques. Alors que la prise en charge des jeunes patients fait face à une baisse significative de la démographie médicale
dans le domaine psy, l'Observatoire national des violences en milieu de santé, l'ONVS, fait état d'une prépondérance de ces violences au sein des unités psychiatriques qui représentent jusqu'à 22% des signalements. Or, en 1992, le diplôme d'infirmier en soins psychiatriques a disparu pour fusionner avec le diplôme unique d'état d'infirmier en soins généraux. Le dispositif de formation des IPA permet une spécialisation en santé mentale depuis 2018, mais alors qu'il était proposé 300 places, seulement 69 étudiants ont été diplômés en santé mentale et psychiatrie en 2022, selon votre rapport. Certains praticiens déplorent toujours actuellement le manque de spécialisation et de formation pour les soignants du champ pédopsychiatrique ou psychiatrique. Alors, quelles recommandations feriez-vous dans le détail pour, premièrement, améliorer l'attractivité du champ du soin pédopsychiatrique et, deuxièmement, pour améliorer les conditions d'exercice de ces praticiens? Je vous remercie. Merci bien. La parole est à Madame Chantal Jourdan pour le groupe socialiste et apparenté NUPES. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président pour la présentation du rapport de la Cour des comptes relatif à l'offre des soins de la pédopsychiatrie en France. Notre groupe estime nécessaire de faire de la santé mentale la cause de ce quinquennat. Et je voudrais partager donc un regard complémentaire des observations décrites. Les troubles psychiques sont en forte augmentation depuis le Covid, mais cette ascension des troubles est bien antérieure à la crise sanitaire. Votre rapport met en lien la fréquence des troubles aux conditions environnementales, sociales et économiques défavorables. Aussi, ne croyez-vous pas que ces faits doivent nous interroger sur les modes de vie des enfants, adolescents, influencés par les malaises sociétaux subis par les familles? Ne pensez-vous pas que des préconisations pourraient être faites pour analyser les facteurs favorisant l'émergence des troubles? Dans un rapport du 7 mars dernier, le Haut Conseil de l'enfance et de l'adolescence met aussi en évidence la forte augmentation de la consommation de psychotropes chez les jeunes. En 10 ans, plus 48,5% d'antipsychotiques, plus 62,58% d'antidépresseurs, plus 155% d'hypnotiques. Ces prescriptions médicamenteuses augmentent alors que les CMP se voient contraints d'allonger sans cesse leur délai de prise en charge, plus de 2 ans quelquefois, et que les PMI et les services de médecine scolaire sont exsangues. Nous ne pouvons que nous alarmer de la prévalence des soins médicamenteux au détriment des offres psychothérapeutiques, éducatives et sociales qui doivent être pourtant les premières réponses recherchées. Ces réponses, nous les trouvons dans les CMP, au sein desquelles les équipes pluridisciplinaires font preuve de professionnalisme et d'inventivité pour répondre aux besoins des jeunes en souffrance psychique et, j'affirme, aussi très souvent auprès de troubles sévères. Le rapport met l'accent sur une diversité de troubles mal pris en compte et une offre de soins inadéquate. Nous savons aussi que la présence de suffisamment de professionnels est déterminante dans ce domaine de soins. En tirez-vous des conclusions en termes de besoins humains? Les psychologues sont particulièrement armés pour identifier les troubles, orienter et soigner. Ne pensez-vous pas que leurs compétences doivent être enfin reconnues et qu'ils ont un rôle à jouer dans le redressement de la pédopsychiatrie? Je vous remercie. Merci bien. La parole est à Monsieur François Jardingon pour le groupe Horizon et apparenté. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Moscovici. Comme votre rapport le démontre, l'organisation de l'offre de soins en pédopsychiatrie reste un enjeu majeur en France. Vous le dites, la question de l'adéquation de l'offre aux besoins dans les territoires est difficile à apprécier en raison de la complexité des troubles psychiatriques chez les enfants et adolescents et renforcée plus globalement par l'existence de nombreux déserts médicaux en France, qui touchent de nombreux territoires et freinent l'accès aux soins pour de nombreuses personnes. Le rapport de la Cour des comptes souligne les différences de dotation entre les territoires, avec de très nombreux territoires largement sous-dotés en termes de professionnels de la pédopsychiatrie. 80%, il me semble, des psychiatres exercent dans les villes de plus de 50 000 habitants. Et comme pour le reste des médecins, nous avons de forts déséquilibres régionaux. Il y a plus de psychiatres exerçant en libéral dans les zones urbaines que dans les zones rurales. En conséquence, la densité de psychiatres libéraux spécialisés en pédopsychiatrie est de 2,2 pour 1000 habitants de moins de 18 ans à Paris, tandis qu'elle n'est que de 0,4 dans le département de l'Aude, par exemple. Le ministère chargé de la Santé a initié un renforcement de matériel de soins dans certains territoires ciblés, dépourvus par exemple de lits. Ce renforcement devrait être poursuivi dans les territoires prioritaires.
Pour organiser un renforcement ciblé des professionnels en zone sous-dotée, ciblez-vous également des territoires surdotés ou suffisamment dotés et pensez-vous qu'il serait pertinent à l'avenir d'orienter les professionnels de la pédopsychiatrie vers des territoires sous-dotés par différentes mesures incitatives qui pourraient être définies? Ces mesures doivent évidemment être associées à des politiques d'attractivité du métier et à un renforcement de la formation des professionnels non formés en pédopsychiatrie, comme pour vous le montrer, permettre premièrement une meilleure prise en charge et une continuité des soins pour ces jeunes, mais également des économies dans ces territoires isolés qui font état de dépenses disproportionnées. Je vous remercie. Merci bien. La parole est à Marie-Charlotte Garin pour le groupe écologiste NUPES. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les conseillers. Les enfants exposés à des dysfonctionnements familiaux ou à un contexte précaire sont surexposés au risque de troubles psychiques. Vous constatez que, parmi les adolescents mineurs hospitalisés dans les services de psychiatrie adultes, ceux pris en charge par l'aide sociale à l'enfance représentaient 55%. Que pensez-vous de ce constat alarmant lorsque les inégalités explosent ? Que faire alors lorsque la pédopsychiatrie est confrontée aux mêmes difficultés exacerbées que celles de notre système de soins et d'accompagnement ? Absence de programmation pluriannuelle et d'une vision coordonnée sur le long terme des services jusqu'en 2018, déficit d'attractivité des métiers, le nombre de pédopsychiatres a diminué de 34% depuis 2010, difficile coordination entre la ville et l'établissement, renforcée par la chute de la démographie médicale, plus d'une dizaine de départements ne disposent ainsi d'aucun pédopsychiatre libéral. Encore, inadéquation entre les moyens et les missions, pour lequel l'exemple des centres médico-psychopédagogiques est flagrant, politique de prévention encore timide et qui reste à développer. Résultat, il arrive alors que la prise en soins urgente d'adolescents se fasse dans des services pour adultes, ce qui revient à les exposer, comme vous le soulignez, à un risque traumatogène majeur. Par manque de lits, l'État contribue à la mise en danger d'enfants qui sont déjà particulièrement vulnérables. Les recommandations sont multiples. Formation des professionnels de premier recours, développement des équipes mobiles ou encore la généralisation des maisons de l'enfant et de l'adolescent. Mais comme vous le soulignez, je cite, « En l'absence de possibilité de dépassement de l'enveloppe nationale de financement de la psychiatrie, toute nouvelle création s'effectuera en ponctionnant les établissements existants. Et tant que les moyens seront déployés à budget constant, nous ne sortirons pas de l'impasse et du rafistolage permanent. » Alors qu'en 20 ans, le nombre d'enfants suivis chaque année en pédopsychiatrie a augmenté de plus de 60% et que nous ne sommes toujours pas dotés des indicateurs nécessaires pour développer une offre adéquate, dans une logique populationnelle, comment faire des recommandations pertinentes de ce rapport, des recommandations en actes et non des recommandations en puissance ? Je vous remercie. Très bien. La parole est à Monsieur Yannick Monnet pour le groupe Gauche démocrate et républicaine, NUPES. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. La crise de la pédopsychiatrie n'est pas neuve, elle s'inscrit dans la crise plus globale de notre système de soins et plus particulièrement dans l'abandon de la psychiatrie publique. Ce qui est nouveau en revanche, c'est l'augmentation sans précédent des troubles psychiques chez les enfants et les adolescents depuis la pandémie et ses conséquences. Confinement, contexte anxiogène et rupture sociale. Ainsi, le dernier bulletin de Santé publique France sur la santé mentale en avril 2022 soulignait une nette augmentation des gestes suicidaires chez les 15-24 ans. Face à cette recrudescence des besoins en pédopsychiatrie, bon nombre d'études disent les réponses parfois déficientes par manque de soignants et de structures adaptées. En l'occurrence, pour ne donner qu'un seul chiffre, en octobre 2022, on recensait un seul pédopsychiatre dans 32 départements. Le présent rapport de la Cour des comptes indique une diminution du nombre de pédopsychiatres de 34% entre 2010 et 2022 et un virage ambulatoire qui a indistinctement fermé des lits en secteur adulte et en secteur enfant. La Défenseure des droits a solennellement écrit à la Première ministre en juin dernier pour l'alerter sur l'insuffisance des moyens, défaillance de l'ensemble des actes de prévention, défaillance des systèmes d'écoute et de recueil de la parole de l'enfant, fermeture de lits en pédopsychiatrie, hospitalisation d'enfants dans des lits de psychiatrie adulte. C'est donc dans ce contexte alarmant que nous attendions le rapport de la Cour des comptes sur la pédopsychiatrie. La surprise est grande de lire dans ce rapport, dès le sous-titre en première page, que l'état alarmant de la pédopsychiatrie ne relèverait que d'une question de réorganisation de l'accès et de l'offre de soins. Car comment parler de réorganisation de l'offre quand il n'y en a pas ou si peu ? Comment penser sérieusement que les délais d'attente exorbitants pour consulter un pédopsychiatre, qui varient dans certains départements entre 1 et 2 ans, ne sont que l'effet d'une mauvaise organisation de l'accès aux soins ?
De fait, certaines de vos recommandations apparaissent de bon sens, d'autres nous semblent plus questionnantes. Redéployer des lits d'adultes insuffisants en nombre vers des lits pour adolescents, opérer des glissements de compétences entre psychiatres libéraux, psychologues et pédopsychiatres, ou encore donner de nouvelles compétences aux IPA. Toutes ces recommandations contournent le vrai problème, celui de la reconnaissance des besoins et de la profession, celui du manque de moyens humains et financiers. Je vous remercie. Merci bien. Monsieur Paul Colombani pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoires. Et nous suspendrons juste après. Allez-y, monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, chers collègues, les chiffres évoqués aujourd'hui sont source d'une vive inquiétude. 34% de pédopsychiatres en moins en 10 ans. Seulement 2000 praticiens en activité. Et ils ne seront plus que 1000 en 2035. Les pédopsychiatres sont donc en voie de disparition, alors que dans le même temps, la prévalence des symptômes dépressifs et des détresses psychologiques augmente chez les jeunes. Pour répondre à cette problématique, il faudrait doubler le nombre d'étudiants formés à la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent pour les 15 prochaines années. Filière peu attractive, moins bien rémunérée, manque de reconnaissance, détérioration des conditions de travail. Je suis obligé de vous répéter le refrain que vous m'avez souvent entendu de ma part, car les mêmes causes produisent les mêmes effets. Sans surprise, le même constat s'applique à la pédiatrie libérale. Dans l'état de secteur est jugé préoccupant par le rapport d'IGAS de 2021. Ce rapport souligne l'effet dissuasif sur la vocation du poids de la permanence des soins. Résultat, 3100 pédiatres libéraux en exercice et leur nombre sera divisé par 2 en 2050, alors même que certains départements comptent un pédiatre pour 100 000 habitants. In fine, 85% des consultations pédiatriques de ville se font chez un médecin généraliste. Face à ce constat, je vous soumets 2 pistes de travail. Premièrement, un choc d'attractivité pour la médecine libérale, tant au niveau de la pédopsychiatrie que de la pédiatrie et de la médecine générale, avec une revalorisation pour ces professions en vue d'augmenter leur effectif. Deuxièmement, une meilleure organisation territoriale des ressources, notamment en renforçant les missions spécialisées des pédiatres de ville et à la formation initiale et continue des médecins généralistes à la santé de l'enfant. À ce titre, êtes-vous favorable à la création d'une option santé de l'enfant au sein du DES de médecine générale et à l'inclusion d'un semestre de pédopsychiatrie à la maquette d'internat des pédiatres? Je vous remercie. Merci bien, mes chers collègues. Donc, il nous faut aller voter et on se retrouve tout
Très bien. La rapporteure générale est arrivée, donc j'en déduis que tout le monde est là. Alors, Madame Karen Hérodi, vous avez la parole pour poser une petite question au premier président de la Cour. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers maîtres, Madame la conseillère référendaire, collègues. En février dernier, Agnès Lassalle, professeure à Saint-Jean-de-Luz, a été poignardée par un de ses élèves au beau milieu de son cours. Le coupable, un jeune garçon de 16 ans, était inconnu des services de l'aide sociale et de l'assistance éducative. Il a évoqué une petite voix qui parle et incite à faire du mal lors de sa garde à vue. Ce malheur qui nous a tous profondément touchés est donc peut-être lié au sujet du rapport que vous nous présentez aujourd'hui, l'insuffisance offre de soins en psychiatrie, en pédopsychiatrie. Dans le Tarn, l'offre est très insuffisante. Les suppressions de lits au niveau départemental et plus généralement la réduction constante des moyens de la j'y arrive pas, et de la pédopsychiatrie, je vais pas y arriver. Il y a toujours comme ça. Voilà. On conduit par exemple à la fermeture de services des urgences psy au Bon Sauveur. Les patients sont redirigés vers les hôpitaux, l'hôpital d'Albi, qui n'ont pas les compétences pour accueillir le jeune public. Les causes de cette insuffisance sont multiples, mais en premier lieu, on peut identifier un problème de sous-effectif dans le secteur. Selon un rapport du Sénat de 2017, il n'y avait en moyenne que 15 pédopsychiatres pour 100 000 jeunes de moins de 20 ans. En 2018, le ministère a lancé des appels à candidature annuels pour des postes de chef de clinique, mais seulement 32 postes ont été créés depuis 4 ans. Vous indiquez vous-même dans le rapport que le nombre de pédopsychiatres a diminué de 34% entre 2010 et 2022, alors même qu'environ 1,6 million d'enfants et d'adolescents souffrent d'un trouble psychiatrique. Dans votre rapport, vous recommandez de doubler le nombre d'étudiants spécialisés. Nous nous en réjouissons, puisque la France Insoumise réclame depuis longtemps la fin effective du numerus clausus par le financement massif de places en faculté de médecine. En effet, la question qu'il faut se poser aujourd'hui est celle des moyens. Je souhaite donc vous demander, afin d'atteindre votre objectif de doublement d'étudiants spécialisés, quel investissement supplémentaire de l'État, selon vous, sont nécessaires ? Merci bien. Monsieur Thibault... Madame Stéphanie Rist, la rapporteure générale avant. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier Président, Mesdames les conseillères, merci pour ce travail mené par la Cour des comptes concernant l'offre de soins en pédopsychiatrie. Vous avez fait différents constats, notamment un de clarifier la fonction d'infirmier en pratique avancée en psychiatrie, et particulièrement en pédopsychiatrie. Quel regard porte la Cour concernant le déploiement de la pratique avancée face au déficit démographique, surtout par rapport à son modèle économique libéral ? Nous avons une proposition de loi en cours de cheminement et qui va revenir bientôt en commission mixte paritaire et qui porte sur l'accès direct et la primo-prescription des infirmiers en pratique avancée. Et ma deuxième question, nous avons porté dans le PLFSS 2020 une réforme de financement des établissements qui est entrée en vigueur depuis 2022 progressivement. Tous les établissements seront donc financés à partir de plusieurs dotations populationnelles, en fonction de la qualité, en fonction de la sécurité des soins, avec des financements sur l'innovation, sur la recherche, c'est-à-dire en fait un financement autre qu'à l'activité. Cependant, vous dites dans votre rapport que le risque est de pérenniser une forme de statu quo et que l'intensité des troubles psychiques n'étant pas valorisée, les établissements qui accueillent les enfants qui ont les formes les plus graves, ces établissements-là sont moins soutenus. Faudrait-il alors réintroduire une forme de tarification à l'acte sévère ? Merci beaucoup. Merci bien. Monsieur Thibault Bazin. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Cour. Merci aux auteurs pour ce précieux rapport. Les chiffres évoqués du nombre d'enfants concernés par des troubles psychiques sont éloquents. 1,6 million, dont 190 000 graves. Moi, j'ai plusieurs questions, Monsieur le Président. Quelle articulation imaginez-vous entre ces centres médicaux psychologiques infanto-juvéniles avec les centres médicaux psychopédagogiques, les CMPP, et les CAMS, les centres d'action médico-sociale précoce? Vous avez évoqué les maisons de l'enfance, comment cela va s'articuler? Parce qu'on a l'impression que c'est une couche encore en plus ou à la place par rapport à ça. Vous avez abordé les problèmes d'accès. On voit bien la notion du aller vers, les difficultés de mobilité,
notamment au niveau des familles monoparentales, une difficulté pour entrer en contact avec les parents en proximité. Et on voit bien dans les CPOM qui sont négociés par les ARS, souvent, on raisonne à moyens constants alors qu'on veut déployer des antennes à proximité, et ça pose souci. Et vous avez évoqué tout à l'heure la question des fractures territoriales avec la notion de contrat local de santé mentale. Or, on a des territoires qui sont dépourvus de ces contrats. Quels sont les moyens qui pourraient être mis en œuvre afin de corriger ces fractures territoriales? Parce que si on fait l'impasse sur les moyens, on ne va pas y arriver. On voit bien qu'aujourd'hui, si c'est à moyens constants, on déshabille Pierre pour habiller Paul. Or, il faudrait s'occuper à la fois de Pierre et de Paul. Très bien. La parole est à Monsieur Didier Martin. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur le Premier Président, Mesdames, Messieurs. Moi, je voudrais vous parler de la détection précoce, non pas des maladies psychiatriques, mais des troubles psychiques de l'enfant. Ce qui fait intervenir les professionnels de santé, mais également le milieu scolaire. Se multiplient en effet ce qu'on appelle les troubles de l'attention et de l'hyperactivité, par exemple. Et puis, il faut savoir que la maladie psychiatrique de l'enfant n'est pas la maladie psychiatrique de l'adulte, parce qu'il y a une évolution, une évolutivité. Et le traitement, la détection précoce des troubles et des traitements adaptés, même si parfois il faut franchir quelques AMM. Je m'explique. Il y a des traitements qui sont préconisés pour l'adulte, je pense au Risperdal en particulier. Eh bien, certains pédopsychiatres mettent en application des traitements temporaires, mais qui, ils le pensent et ils l'observent, évitent l'évolution vers une maladie psychiatrique ultérieure. Donc, cette question de la détection précoce, de la recherche sur le trouble psychique vers la maladie mentale, et c'est à ce moment de la vie qu'il faut agir. Et ça mobilise non pas seulement les psychiatres, les psychologues et tous les professionnels de santé, mais aussi le milieu éducatif, le milieu de la collectivité, où on se socialise, n'est-ce pas, et où on peut révéler, développer des troubles qui doivent alerter. Et c'est le traitement précoce de ces troubles psychiques qui, à mon avis, peut éviter une évolution péjorative vers la maladie psychiatrique, bien sûr, mais aussi vers les troubles de l'addiction, qui sont nombreux. Nos enfants sont fragiles et les tentations et les sollicitations sont nombreuses. Donc, dans ce rapport, détection précoce et recherche, il me semble que, je l'ai peut-être lu un peu rapidement, un développement plus important et utile pour cette population très particulière que sont les enfants. Cet aspect-là mérite d'être souligné. Merci bien. Madame Justine Gruet. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues. Plusieurs interrogations. Tout d'abord, je m'associe à mes collègues pour vous remercier sur le travail qui a été fait dans ce rapport. Comment anticipe-t-on la baisse de démographie en pédopsychiatrie ? La prise en charge pédopsychiatrique, à mon sens, n'est pas que médicale. Et dans nos territoires sous-dotés, on expérimente déjà la mise en place d'un certain continuum, une équipe complémentaire sur le terrain pour répondre au mieux aux besoins des jeunes. Ensuite, quel travail de prévention on peut faire autour de la parentalité, de l'éducation nationale, du cadre qu'on met à la maison, du cadre qu'on met à l'école, pour aussi faire de la prévention. Quel maillage territorial sommes-nous en capacité et en mesure aussi de structurer de manière plus prégnante au travers des CPTS, comme l'a dit mon collègue Thibault Bazin, des contrats locaux de santé mentale, CLSM ou PTSM. On se rend compte qu'on est encore très à la fois curatif, j'en ai parlé dans la mission d'évaluation sur la fin de vie où la culture palliative fait défaut, et on se rend compte que la culture de la prise en charge psychiatrique fait aussi parfois défaut dans les fiches actions et dans le déploiement sur le territoire. Enfin, je vous rejoins sur la place importante des structures intermédiaires, comme nous avons à Dole une maison des adolescents. Et je crois que la meilleure communication de ces structures-là, c'est le bouche à oreille des jeunes entre eux, qui trouvent en fait un vrai lieu où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent avoir des professionnels de qualité qui sont en capacité à répondre. Et je crois en la nécessité que chaque échelon de prise en charge soit opérationnel et fonctionnel dans l'ensemble des territoires pour éviter qu'on embolise les structures qui justement ont cette pertinence d'un accès facile, pour le moment sans des délais d'attente conséquents. Et je crois que c'est bien là la solution.
l'importance notamment de la fluidification des parcours et peut-être du déploiement d'équipes mobiles, parce que j'ai parlé de la maison des adolescents à Dole, mais dans les territoires ruraux, il faut aussi être en capacité à mailler au mieux le territoire. Merci. Très bien. Madame Joëlle Mélin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier Président, merci. Mes chers collègues, vous soulignez dans les facteurs environnementaux, familiaux et sociaux, dans le cadre de la prévention des troubles comportementaux de l'enfant. Pourtant, il y a déjà plus de 15 ans, des pédopsychiatres soulignaient que l'apprentissage par la méthode globale, mais aussi semi-globale, des méthodes qui avaient été mises au point par un pédagogue scandinave pour des sourds et malentendants, en fait, les rendait en quelque sorte muets de la pensée, et que cette particularité entraînait des troubles comportementaux sévères d'inadaptation et en particulier des violences. Avez-vous retrouvé cette étiologie dans votre étude? Et si oui, pensez-vous comme nous urgent de repenser en profondeur certains enseignements du primaire? Je vous remercie. Merci bien. Monsieur Élie Califère. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier Président, comme beaucoup ici, je tiens à remercier la Cour pour ce rapport de fond sur l'état de la pédopsychiatrie en France et surtout pour les propositions qui sont faites. Parmi celles-ci, je retiens naturellement le renforcement de la formation initiale des médecins, mais aussi l'impératif de disposer de manière régulière d'un état des lieux exhaustif de la situation. Les chiffres interpellent et vous les avez posés avec gravité. Je dis cela en pensant aux territoires d'outre-mer où les politiques publiques naviguent à vue en raison d'un déficit de statistiques et de données concrètes. Une chose est pourtant incontestable, il n'existe, ne serait-ce qu'en Guadeloupe, 6 lits d'hospitalisation infanto-juvénile pour l'ensemble des territoires. Il existe aussi une pénurie, vous l'avez dit, de pédopsychiatres et des lacunes en matière de coordination entre pédiatres et pédopsychiatres. Quid de l'échec scolaire et que nous enregistrons sur nos territoires? J'aimerais savoir donc, Monsieur le Premier Président, est-ce que la Cour a pu identifier les modifications réglementaires ou législatives permettant de mieux accompagner et soutenir les acteurs dans les territoires, et singulièrement dans les territoires d'outre-mer, et surtout, quel serait le coût de l'effort que la nation devrait consentir pour une remise à niveau et permettre d'alléger la souffrance des uns et des autres? Je dis cela en pensant notamment au travail titanesque mené dans le cadre du projet territorial de santé mentale par le PSM de la Guadeloupe, l'ARS et d'autres acteurs en Guadeloupe. 22 actions ont été définies, mais à la lueur du manque de moyens, ce dossier risque de rester un joli dossier en attendant que les moyens soient au rendez-vous et bien sûr, le mal continue. Très bien, merci bien mes chers collègues. Donc après ces nombreuses interventions, Monsieur le Premier Président, vous avez la parole pour des éléments de réponse. Merci beaucoup Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Je vous ai écoutés tous attentivement et je crois pouvoir dire, sans vous tromper j'espère, que ce rapport fait relativement consensus quant à son utilité et quant à son diagnostic. Alors, soyons clairs en même temps, nous sommes la Cour des comptes, nous ne sommes pas des pédopsychiatres, nous avons certes consulté, nous avons mené des entretiens, nous avons été sur le terrain, mais il y a des réponses que nous ne pouvons pas vous apporter parce qu'elles dépassent en réalité ce qu'est notre fonction. Ce que nous prétendons être, ce sont des bons experts, j'espère, des finances publiques et aussi des politiques publiques. Et le message central que je voudrais passer, je pourrais presque m'arrêter là, mais je ne vais pas le faire, je vous rassure, c'est que d'abord un état des lieux est indispensable. Ça, c'est un préalable à tout pour pouvoir vraiment avoir une connaissance objective qui permette ensuite d'agir de manière pertinente. Et ensuite que ce que nous plaidons, c'est une politique de santé publique réelle, cohérente, globale, assumée. Nous constatons qu'en la matière, il y a une volonté récente et nous l'approuvons. Mais il y a encore trop d'éléments disparates qu'il faut mettre ensemble pour passer à l'échelle supérieure et pour répondre à l'ensemble des préoccupations que vous exprimez, chacun avec vos préférences, mais tout de même qui sont extrêmement convergentes. Oui, il faut passer de la volonté à la priorité et des plans à une politique de santé publique
Ça, c'est quand même le message essentiel que je voudrais délivrer ici. Puis j'ajoute un autre message qui est celui de l'interministérialité, dans la mesure où, comme ça a été souligné par beaucoup d'entre vous, en réalité, les acteurs concernés sont certes les acteurs de santé, les psychiatres, les infirmiers, les psychologues, mais tout autant, en effet, comme ça a été dit, le secteur éducatif. Enfin, il faut vraiment une mobilisation de tous. Et qui dit mobilisation de tous, de toute la société, dit aussi une gouvernance qui soit partagée. C'est absolument indispensable. Et quand je le dis, je parle à la fois de la délégation à la santé mentale, qui doit devenir interministérielle à notre sens. Je parle aussi du rôle des ARS et des implantations sur le terrain. Voilà, si vous voulez, premier message d'ensemble qui, me semble-t-il, si je vous ai entendu, est tout de même largement partagé, ce qui est rassurant, parce que la cause de nos enfants est une cause qui doit quand même nous unir, et qui nous unit. Ça fait du bien de temps en temps d'avoir quelques sujets d'union, n'est-ce pas? Sur le manque de financement et les dotations déconnectées des besoins, le rapport dit qu'il faut des dotations populationnelles et une gradation du financement en fonction de la sévérité des pathologies et de la lourdeur des prises en charge. C'est ce que d'ailleurs la Cour avait déjà recommandé dans un rapport antérieur sur le parcours des patients en psychiatrie. C'est un rapport qui date de 2020, qui donc n'est pas ancien. Quels sont les moyens prioritaires de prévention et de prise en charge des pathologies? Je redis qu'il faut, à notre sens, coordonner davantage les acteurs, avoir une approche interministérielle, et pour mieux cerner les inégalités territoriales en particulier, inscrire la pédopsie dans les projets territoriaux de santé mentale, les PTSM. Ça a été repris par plusieurs parlementaires ici, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Combien de postes supplémentaires sont nécessaires? On accuse parfois sur certains bancs, y compris ceux qui nous ont interrogés, que je vais répondre, la Cour des comptes d'être je ne sais quel Fourier ou parangon de l'austérité. Nous ne le sommes pas, en l'occurrence. Nous ne sommes pas en train de délivrer un message de réduction des moyens financiers. Nous sommes en train de délivrer un message de bonne utilisation de ceux-ci. Et là, nous préconisons clairement de faire passer le nombre de pédopsies formés chaque année de 100 à 200. Nous pensons qu'il faut un doublement dans un total de 537 psychiatres formés. Il faudra aussi tirer les conséquences de l'expérimentation des séances de psychologues remboursées par la sécurité sociale. Enfin, plusieurs d'entre vous m'ont interrogé sur les infirmiers et infirmières en pratique avancée. Là-dessus, je ferai le teasing et je vous annoncerai un audit flash à venir. Un audit flash, c'est un rapport court délivré en 3 à 4 mois qui, Madame la Présidente, sera prêt D'ici 2 mois. D'ici 2 mois, donc qui est en cours de finalisation. Pour ce qui est des comparaisons européennes des moyens en épidémiologie, disons que il faudra aller plus loin. Je préconise cet état des lieux, mais notre sentiment, c'est que l'offre de soins est comparable en France à ce qu'elle est dans l'ensemble de l'OCDE. Pour la gouvernance, je redis qu'il faut clarifier, mettre en cohérence, fixer des objectifs nationaux de santé mentale qui ensuite sont déclinés au niveau des ARS, renforcer le positionnement du délégué à la santé mentale, et je le redis ici, car ça fait du bien parfois de répéter un message qu'on croit important, l'interministérialité est absolument essentielle. On m'a interrogé sur le renforcement de la formation des professionnels, des infirmiers en soins psy. Disons que pour le moment, on constate en effet, comme vous l'avez dit, madame, peu d'étudiants infirmiers formés, 69. Comment peut-on faire? D'abord, il faut saluer la revalorisation engagée par le ministère de la Santé. Il faut plus de personnel hospitalo-universitaire dans les universités. Il y en a vraiment aujourd'hui très peu, quelques 0,8% des effectifs. Valoriser la recherche et renforcer les IPA en renforçant leur grille indiciaire, en la rapprochant de celle des infirmiers spécialisés, et le rôle des psychologues cliniciens dont on doit alléger la charge globale. Sur les modes de vie des enfants et des adolescents comme facteurs sociaux favorisant les troubles et la consommation de psychotropes. D'abord, quelle est la tendance d'évolution des prescriptions de psychotropes chez les enfants et adolescents? Les chiffres ont été donnés.
C'est une augmentation très, très claire et nette en France comme partout en Europe. C'est un coût pour l'assurance maladie annuelle de 15 millions d'euros. Les patients de moins de 18 ans recevant des prescriptions de psychotropes sont passés de 32 677 à 34 182 de 2015 à 2019, une augmentation de 4,6% en 4 ans. Et on a montré une accélération très nette au cours de la crise Covid. Là encore, on constate une consommation de psychotropes chez les enfants et adolescents qui est comparable à celle des pays voisins, mais le dire, ce n'est pas s'en satisfaire. Par ailleurs, notons quand même une évolution, vous l'avez dit, Madame la députée, extrêmement préoccupante en la matière, avec de surcroît un facteur français, qui est que la consommation d'anxiolytiques dans notre pays est nettement supérieure à celle des autres pays européens, ce que le rapport du Haut Conseil à l'enfance et à la famille corrobore. En tout état de cause, disons-le, la prescription médicamenteuse ne peut pas se substituer à un accompagnement médical et à l'intervention d'un pédopsychiatre. Quant aux facteurs de risque qui sont liés à l'environnement familial et social, sont très divers. Ils peuvent être génétiques, ça arrive. Ils sont très souvent psychosociaux. L'origine génétique des maladies psychiques de l'enfant et de l'adolescent varie en fonction de la nature des pathologies. Les antécédents familiaux, en particulier parentaux, ainsi que la situation socio-économique du foyer sont déterminants dans la survenue de troubles psychiques chez les enfants et les adolescents. Et les situations de dysfonctionnement familial sévères et durables le sont également. Tout ça, ce n'est pas surprenant. Nous le savons. Et c'est à ça qu'il faut bien sûr répondre. Comment réorganiser l'offre de soins dans les territoires? La Cour propose de faciliter l'accès pour tous aux soins psychiques infanto-juvéniles en rassemblant les services compétents au sein de maisons de l'enfance et de l'adolescence. Il peut exister en effet des prototypes de cela. Il s'agit de tirer les leçons de l'expérimentation des maisons de l'enfance et des familles, d'élargir le champ de ces maisons aux actuelles maisons de l'adolescence pour renforcer et rationaliser l'accueil de première ligne. Il est envisagé de renforcer les moyens dans les zones les plus tendues, et ce de plusieurs manières, par une priorisation de création de postes envisagée par les assises de la santé vers les CMPIJ situés dans les zones où les professionnels sont trop peu nombreux pour assurer leur mission, ce serait nécessaire. Pour anticiper et limiter le recours aux services d'urgence lorsqu'un patient est en crise, les dispositifs d'équipe mobile et de liaison pourraient et devraient devenir un équipement de base de chaque territoire de référence. Et en fonction de l'analyse de ces besoins, des lits de crise en nombre limité pourraient être ouverts, notamment à destination des adolescents, par redéploiement de lits adultes. Alors, tout à l'heure, je répondrai à cette question, pour que ces patients puissent y être accueillis. On m'a demandé comment faire que nos recommandations deviennent des actes. Je veux là-dessus être assez affirmatif, à savoir que toutes les recommandations que nous faisons, nous les pensons applicables à court terme et très opérationnelles. Je vais prendre plusieurs exemples. D'abord, de renforcer la force et la lisibilité de la politique avec la création du délégué interministériel de la pédopsychiatrie. Vraiment quelque chose de pas très compliqué tout de même. De donner des objectifs chiffrés aux ARS et aux acteurs locaux avec la clause de revoyure. D'augmenter les moyens en équipement dans les territoires qui sont les plus concernés, avec des lits de crise et des lits d'hospitalisation. Nous les chiffrons à environ 300. Et donc là, il y a toute une série de dispositions. Enfin, c'est pas un rapport littéraire, hein, c'est un rapport très concret. Quant au choc d'attractivité qui a été évoqué, oui, mais ça ne passe pas que par la revalorisation financière. Le ministère a fortement revalorisé en 2022 la rémunération des pédopsies hospitaliers, 8 300 € par an et par professionnel, c'est bien. On n'a pas constaté pour autant un choc d'attractivité. Et donc, c'est un ensemble de dispositions que nous proposons. Pour ce qui est de la création d'un diplôme d'études spécialisées pour les médecins généralistes, la Cour est plutôt favorable à l'instauration d'un stage obligatoire en psychiatrie pendant le 3e cycle des études de médecine. Mais bon, c'est un sujet bien sûr ouvert. Un de vos collègues qui n'est plus là a dit que la recommandation de la Cour était très en deçà des besoins. Peut-être. Mais ce que nous pensons, c'est qu'avant de dépenser plus, il faut d'abord mieux connaître, et ensuite il faut dépenser mieux. Et après, on évaluera les besoins, ne les postulons pas. Et ça veut dire qu'actuellement, les postes offerts, regardons-le quand même, ne sont pas pourvus. Parce que les étudiants ne choisissent pas la pédopsychiatrie. La totalité des 532 postes en psychiatrie n'est pas pourvue.
Et là-dessus, il n'y en a que 100 qui concernent la pédopsie, alors que nous estimons qu'il en faut 200. Donc, ce n'est pas qu'une question de création de postes, c'est quelque chose de plus large. C'est pour ça que nous proposons une approche plus globale de l'attractivité. Vous avez évoqué, Madame, le meurtre d'Agnès Lassalle à Saint-Jean-de-Luz. C'est une affaire qui est à traiter par les instances compétentes. Mais on voit bien à travers ça, vous évoquez des voix, etc., que, bon, il y a des situations qui évoluent à bas bruit, qui ne sont pas repérées, qui devraient être repérables. Et c'est aussi là-dessus qu'il faut travailler. Et le rôle de l'éducation nationale, ça a été dit, est tout à fait central. Est-ce qu'il faut des investissements supplémentaires? Là encore, je redis ce que j'ai déjà répondu, à savoir que ce n'est pas qu'une question de création de postes, qu'il faut d'abord travailler sur l'attractivité. Ensuite, peut-être faudra-t-il créer davantage de postes. Pour ce qui est des infirmières en pratique avancée, je redis à la rapporteure générale que nous allons travailler là-dessus et venir devant vous présenter les choses. Sur la tarification à l'acte, ce n'est pas quelque chose que nous préconisons. Nous pensons que la réforme fait certes baisser certaines inégalités territoriales, mais qu'il y a un problème pour des financements nouveaux des établissements, et c'est aux ARS de veiller au redéploiement de l'offre. Nous prônons par ailleurs de nouveaux PTSM ciblés, pédopsie, avec des CTSM partout. Il n'y en a que 39 aujourd'hui, qui doivent intégrer les indicateurs de suivi et des calendriers de mise en œuvre. Sur les maisons de l'enfance et de l'adolescence, pour nous, elles ont vocation à s'appuyer sur un CMPP pour constituer une offre de premier niveau. Je redis ce que j'expliquais dans mon intervention introductive, à savoir que les CMPIJ sont petit à petit devenus une instance un peu attrape-tout et qu'on a besoin de les délester pour les recentrer sur leur cœur de métier, c'est-à-dire le traitement de troubles modérés à sévères. Quels moyens pour corriger à partir de là les différences des territoires? Je redis qu'il faut des dotations populationnelles qui ont vocation à corriger les différences d'équipement. Je ne peux qu'être d'accord sur ce que vous avez dit, monsieur le député, sur la détection précoce des troubles psychiques de l'enfant. C'est en effet essentiel pour éviter une détérioration de l'état psychique des enfants. Vous avez dit beaucoup mieux que je ne saurais le faire, le caractère évolutif de ces troubles. Et pour ce faire, il faut utiliser le réseau des médecins traitants, qui aujourd'hui n'est pas suffisamment sensibilisé à ces questions, en renforçant la formation des médecins sur ces sujets. Certains le sont, d'autres ne le sont pas. Et ça crée aussi des inégalités. Et de mieux mobiliser la médecine scolaire, qui est encore trop centrée sur seulement ou essentiellement les problèmes stricts d'orientation. Et ça, je pense que c'est aussi une question largement de formation. Je crois avoir répondu aux questions de Madame la députée, mais notamment sur la prévention. Je pense qu'il faut en effet développer les maisons de l'enfance et de l'adolescence. Enfin, les difficultés à l'école sont tout à fait réelles et nous pointons dans le rapport l'insuffisance de la détection des problèmes par les psychologues scolaires. Nous appelons à une réorganisation large de l'offre de soins pour orienter les choses autour de la détection la plus précoce possible des troubles en ville ou à l'école, en réorientant les missions des psychologues scolaires. Quant aux DOM, dans les territoires sous-dotés, je redis qu'il faut renforcer les moyens des CMPIJ, augmenter les équipements, tant du côté de l'offre publique que de l'offre privée. Je pense aux lits de crise, je pense aux lits portes, plus les équipes mobiles, plus les lits d'hospitalisation. Vous voyez que, encore une fois, sur la question des moyens, notre rapport n'est pas fermé du tout. Mais je pense que la première chose à faire, c'est tout de même cet état des lieux épidémiologique qui permettra de mieux identifier les besoins. C'est ensuite de renforcer l'attractivité du système et la qualité de la dépense publique. Et enfin, pourquoi pas, bien sûr, développer davantage de moyens. Si la tendance quand même sociétale sous-jacente à nos débats se confirme,
à savoir que ces troubles sont en train de se développer rapidement et fortement pour toute une série de facteurs qui ne sont pas liés du tout qu'à la pandémie, mais aussi à l'évolution de nos sociétés. Et il faut vraiment que la société française prenne les moyens pour y répondre. Je suis venu vous dire ça aujourd'hui. C'est-à-dire que pour nous, c'est une question tout à fait essentielle. Et c'est la raison pour laquelle je veux redire, pour terminer, tout l'intérêt que nous avons pris à ce travail. Et nous continuerons à travailler sur cette question parce qu'elle nous paraît tout à fait essentielle. Et nous espérons, en effet, ça a été dit par plusieurs d'entre vous, que ce rapport vous sera utile et sera utile. Et je vous remercie beaucoup de ces échanges qui ont été précieux pour nous. Merci bien, Monsieur le Président. Premier Président, il y a encore deux petites questions. Madame Michèle Perron qui souhaite intervenir et Monsieur Didier Martin. Je vous donne le micro. Allez-y, Madame la députée. Oui, Monsieur le Premier Président et Mesdames, Messieurs, on parle des adolescents depuis tout à l'heure et c'est vrai qu'il y a énormément à faire et je rejoins, c'est un problème sociétal, pas seulement dû à la pandémie, qui n'a fait qu'exacerber la problématique. Moi, je vais vous parler de la petite enfance, puisque je suis très investie sur la protection maternelle infantile. Alors, dans le cadre d'une PMI, qui est, disons, aux mains de nos départements, comment vous axeriez la coopération, puisque apparemment c'est une gouvernance régionale. Comment vous voyez la chose? Parce que certains mots MAUX sont décelés dès la grossesse, parce que, voilà, dans un milieu familial qui n'est pas adapté, donc, et puis certains troubles qui sont décelés dès la naissance. Merci, monsieur. Très bien. Madame la députée, Monsieur Didier Martin, vous souhaitiez à nouveau une petite question ou une remarque? Oui, merci, Madame la Présidente. Chers collègues, savez-vous le délai pour accéder à un CMP actuellement en France? Vous avez un petit enfant qui présente des troubles, visiblement, les familles souffrent, les familles sont démunies, elles n'ont pas accès au pédopsychiatre hospitalier, les délais d'attente sont énormes, et pour aller dans un CMP, c'est 1 an. 1 an pendant lesquels la scolarité est perturbée, les familles sont démunies, et avant cette première consultation, on peut orienter et effectivement faire les premiers tests pour faire le bilan. C'est tout simplement insupportable. C'est insupportable. Il faut le dire, il faut le partager entre nous, et ça nécessite des moyens. Il faut réagir par rapport à ça. Très bien. Monsieur le Premier Président. Deux petites réponses rapides. D'abord, par rapport à la petite enfance, je rappelle que notre rapport ne porte pas sur l'adolescence. Il porte sur l'enfance et l'adolescence. Et nous insistons beaucoup sur la petite enfance. Je pense que là encore, les différentes réponses que nous avons apportées, c'est-à-dire le rôle de la maison de l'enfant et de l'adolescence, le rôle des ARS, l'impulsion interministérielle, doivent permettre de combiner ces différentes dimensions et la question de la PMI avec celle de la psychiatrie pour une détection qui soit extrêmement précoce. Enfin, sur les délais, monsieur le député, nous vous rejoignons tellement que notre rapport porte pour beaucoup, vous l'avez vu, sur ces CMPIJ, sur leur engorgement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au départ, elles étaient prévues pour une mission bien précise, et petit à petit, elles ont été amenées à faire toute une série d'opérations, d'orientation, d'accueil, d'information, qui les ont écartées de cette mission essentielle. Donc, je reviens sur le délestage, en quelque sorte, ou le désengorgement des CMP pour raccourcir les délais, et la création de maisons de l'enfance et de l'adolescence, qui n'est pas une panacée, doit quand même être une réponse structurelle dans nos territoires. Mais vous avez absolument raison, ces délais sont plus que regrettables, et on passe souvent à côté de choses très importantes, et c'est une course contre la montre, bien sûr, car, vous l'avez déjà dit, et je partage entièrement votre point de vue, ce sont des troubles très évolutifs.
Merci bien, Monsieur le Premier Président, Madame la Présidente, ainsi que les magistrats qui vous accompagnent. Merci pour déjà tout d'abord la qualité de ce rapport, très belle présentation, des recommandations. Et je dois dire, effectivement, vous l'avez souligné, Monsieur le Premier Président, un rapport qui fait consensus, du moins sur le diagnostic et bien sûr sur certaines préconisations. Il y a, vous l'avez souligné, beaucoup d'attentes en la matière. Mes chers collègues, avant que vous ne partiez, je tiens à vous dire que donc, nous aurons bien sûr une réunion demain à 9h30. Nous examinerons 2 propositions de loi, celle visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche et une deuxième qui revient en deuxième lecture, pour le coup, celle visant à améliorer l'encadrement des centres de santé. Et je vous laisse deviner qui en est la rapporteure. Je vous remercie. Donc, je vous retrouve toutes et tous demain. Encore une fois, vraiment, merci beaucoup, Monsieur le Président.